Retrouvez la verticale de la Tour Eiffel avec New Balance, partenaire principal de la course. Deux ouvreuses de ce soir, Iris Métanaré, qui est la Miss France de cette année 2016, et la directrice de l'organisation Miss France, Sylvie Tellier. Alors Iris, je vais commencer par vous. Bonsoir, mesdemoiselles. La Tour Eiffel, c'est évidemment un symbole. Vous êtes un symbole à vous toute seule de la France. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être ici ce soir ? C'est vrai qu'ici, on est là pour une belle association qui a été créée par 12 anciennes Miss France et on s'est agrandi à 15. J'ai la chance d'en faire partie maintenant. Pour les bonnes fées. Donc il y a une partie en fait des entrées qui a été reversée à l'association pour l'achat de fauteuils pour les handisports. Donc on va pouvoir remettre des fauteuils à des jeunes de 10 à 14 ans. Donc c'est une belle action et moi je suis très contente d'être ici pour ça en tant que Miss France et aussi en tant que bonne fée. Eh ben merci pour ça et merci pour l'association Les Bonnes Fées. Sylvie, est-ce que vous êtes préparée un petit peu à cette ascension fulgurante ? Nous nous préparons avec Iris depuis maintenant 15 jours. Travaillons les squats pour ces marches. Vous avez investi votre cage d'escalier ou Tout. On ne prend plus l'ascenseur depuis 15 jours avec Iris, nulle part. C'est formidable. Bon, on pense évidemment aussi au symbole Pray for Paris qui résonne encore dans tous les esprits ce soir. Est-ce que vous avez un petit message particulier à faire passer C'est vrai qu'il faut y penser, il ne faut pas oublier. Après, il faut aller de l'avant. On est quand même ici aujourd'hui au pied d'un symbole fort de la France. Donc c'est vrai qu'il ne faut jamais l'oublier. Et après, il faut aussi en profiter pour se servir de ce beau symbole pour faire d'autres choses. Et non, c'est chouette d'être ici ce soir. Eh ben, merci à vous deux de nous avoir accompagnés. Dans quelques instants, on se retrouve au 3e étage. Et oui, et en attendant, c'est la pub. À tout de suite. Retrouvez la verticale de la Tour Eiffel avec New Balance, partenaire principal de la course. Quand certains abandonnent, lui trouve un nouveau souffle. Pendant que certains suivent un chemin tout tracé, elle vit des moments uniques. Là où certains voient un 4x4 de légende, nous voyons une toute nouvelle génération de SUV. Poursuivez l'aventure sur SUVmercedes.fr. Mercedes-Benz, the best or nothing. Attends. Ouais. À chaque fois que je gagne, je pense à mon grand-père. Et la capitale de l'Espagne, Rémi? Madrid. Rémi, Barcelone. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Chaque capsule carte noire révèle un espresso intense. Carte noire, désir d'intensité. Emmanuel, le déclic, l'amour-propre, les chefs-d'œuvre de la bande dessinée érotique dans une collection sans tabou chez votre marchand de journaux. Le numéro 1, le déclic de Manara, 3,99 €. Bonjour Monsieur Perrin. Dites Cerise, à propos de l'assurance auto. Eh bien la majorité des nouveaux clients constatent une économie moyenne de 149 € par rapport à leur ancien contrat auto. Et à ce prix-là, on peut voir un conseiller? Évidemment. Ah, ça c'est un bon plan. Profitez d'une assurance auto de qualité à prix Groupama. Votre réussite est à portée de main. En quelques clics, laissez votre empreinte sur le web. Composez vos textes, importez vos images, placez votre logo, et voilà.
Créer un superbe site internet avec Wix.com, c'est facile et gratuit. Retrouvez la verticale de la Tour Eiffel avec New Balance, partenaire principal de la course. Et de retour au sommet de la Tour Eiffel, je crois qu'on n'aura jamais gravi les 3 étages en si peu de temps. Heureusement, voilà, les ascenseurs sont là, c'est la magie de la télé. Et moi, je suis aux côtés de Jean-Charles Porin, qui est l'organisateur de cette verticale de la Tour Eiffel, cette 2e édition. Jean-Charles, on le sait, ces courses ascensionnelles, elles se démocratisent partout dans le monde. Qu'est-ce que la Tour Eiffel a de si spécial ? Je crois qu'elle est unique, déjà de par sa structure. Elle offre l'opportunité de faire une course ascensionnelle en extérieur, ce qui est le seul bâtiment à pouvoir faire ça. Et puis elle draine un passé qui parle à beaucoup de monde. Et les coureurs qui y participent ont toute cette sensation de faire quelque chose à la maison. Et c'est ça que les gens viennent chercher et qu'on a la chance de leur proposer. On s'apprête à vivre évidemment une soirée exceptionnelle, une soirée ascensionnelle, virevoltante même je dois dire. Qu'est-ce qui va changer ? Il y a des petits points qui se sont améliorés depuis l'année dernière ou pas ? On a travaillé avec les équipes d'Eurosport pour faire quelque chose d'encore plus efficace. On a découvert l'année dernière en fait la difficulté de travailler à la tour et notamment dans la gestion des temps. Donc là, l'effort a été porté sur le chronométrage et s'équiper d'outils vraiment très performants. Donc normalement, on devrait avoir quelque chose de très efficace. Et 2 records à battre justement ce soir, le record d'un Polonais et le record d'une Australienne. On peut revenir un petit peu sur les temps extraordinaires qu'ils ont réalisés l'année dernière ? Alors nous, on avait pensé que ça se ferait en moins de 10 minutes pour les hommes et moins de 11 pour les femmes. Ils ont confirmé ça, sauf qu'ils ont été chercher des temps qu'on n'avait pas estimés. 7,50 pour Piotr Lobodowski l'année dernière. Et puis 9,44 pour Susie Walsham qui est australienne et qui ont affolé les compteurs. Et je crois que cette année, ils sont revenus pour faire mieux, donc ça ne devrait pas s'arranger. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu les critères sur lesquels les athlètes sont sélectionnés ce soir ? Alors il y avait 3 populations, les athlètes de haut niveau qui participent soit à des compétitions que d'escalier, et donc là Suzy et Piotr en font partie, et puis ou des spécialistes en fait de courses ascensionnelles en outdoor, parce que nous dans le trail on a pas mal de gens qui font beaucoup d'ascension. Ça c'était pour les élites, et puis après on avait des gens qui sont moins élites mais qui ont un niveau sportif assez conséquent et qui leur permettent d'entreprendre ce type d'épreuve, et là c'était ouvert à tout public en fait. Et le bilan après un an après la première course ascensionnelle de la Tour Eiffel, quel est le meilleur profil pour arriver voilà, sans que ça tire trop dans les cuisses, on va dire? Je pense qu'il faut demander à Suzy et à Piotr pour savoir quelle est la recette. Je crois que c'est un entraînement un peu spécifique. Et puis, je crois que c'est une grosse envie. Et puis, il n'y a pas la pression du résultat, en quelque sorte. Je viens finir. Et on a 100% de finishers. Donc ça, c'est un truc dont on est très content. Et bien justement, dans quelques instants, c'est les filles qui s'apprêtent à gravir ces 3 étages de la Tour Eiffel. On le rappelle, 1665 marches. Et moi, je vais vous laisser avec mes 2 acolytes de la soirée, Marc Chavet et Vincent Clarico. Bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir Laurie Tillman, bonsoir également à l'organisateur Jean-Charles Perrin, un grand merci à vous pour tout ce que vous faites bien évidemment. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus, la Tour Eiffel, la Dame de Fer, 1665 marches, 280 mètres de dénivelé. La Dame de Fer, une fois de plus, eh bien, sera le théâtre d'expression ce soir de tous ceux qui ont le sens de la verticalité. On va se régaler, c'est vrai qu'on a des temps de référence exceptionnels qui ont été réalisés l'an passé, 7 minutes 50 secondes pour celui qui a remporté la toute première édition de la verticale de la Tour Eiffel. Il s'agit du Polonais Piotr Lobodzinski. Alors évidemment, il a un background absolument incroyable dans le milieu de la verticalité des sports ascensionnels, puisqu'il est le champion du monde 2015 de Tower Running. Il avait ravi ce titre du côté de Doha au Qatar. Il a été 3 fois vainqueur du circuit de la Coupe du Monde, également 2013, 2014, 2015. Et d'ici quelques instants, donc à 20h55 précise, on va assister au top départ de la première dame élite qui va s'élancer donc pour ces 1665 marches à gravir, alors qu'on va accueillir d'ici quelques instants donc Vincent Clarico, on en parlait tout à l'heure. Vincent Clarico qui est 3 fois champion de France du 110 mètres haies, champion de France en salle du 60 mètres haies, actuellement entraîneur national d'athlétisme. Lui, c'est plutôt l'horizontalité à laquelle il est habitué, mais aujourd'hui il va se transformer, il va orienter cela vers le ciel évidemment, alors que là on sent une tension, la tension qui monte au pied de la Dame de Fer, la verticale de la Tour Eiffel, 2e édition donc, on va dire nouvelle génération, puisque la course existait bien évidemment au début du XXe siècle. On y reviendra durant cette soirée, alors qu'on s'apprête à s'élancer du côté des dames.
Juste pour le déroulé de la soirée, la course féminine qui va partir ici dans une trentaine de secondes, et puis la course masculine, ça sera un petit peu plus tard. La première candidate qui va s'élancer vient du Canada ici, Jamie Kate Wu, qui a participé à l'épreuve de l'Empire State Building à 4 reprises par le passé, 1576 marches donc du côté de New York. Jamie Kate Wu qui a le sourire d'oreille à oreille. On va en profiter simplement pour accueillir notre consultant de la soirée, donc avec qui on avait passé également la soirée l'année dernière, Vincent Clarico. Vincent, bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous retrouver. Également. On est reparti donc pour la deuxième édition de la verticale de la Tour Eiffel. Et c'est justement, vous tombez à pic, Jamie Kate Wu qui prend le top départ ici. 280 mètres de dénivelé, 1665 marches. Voilà, et en plus ça se fait en mode outdoor, on est à l'extérieur, donc on est exposé aux éléments, à l'air. Qu'est-ce qui va se passer dans les jambes? Vincent, racontez-nous, comment est-ce qu'on va gérer cet effort sur, on rappelle, les temps 7,50 pour Piotr Lobodzinski du côté des messieurs, le temps de référence, Suzy Walsham, celle qui avait remporté l'édition 2015, l'avait réalisé en 9,44. Au niveau du corps humain, Vincent Clarico, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce qui va être intéressant déjà de voir, puisque on a des éléments de comparaison par rapport à l'année passée, à la même période. L'année dernière, il faisait froid, souvenez-vous, mais en plus, il y avait un pic de pollution. Et le grand point d'interrogation était justement l'impact ou l'influence que pouvait avoir sur l'effort ce pic de pollution. Donc on va pouvoir peut-être à travers les performances qui seront réalisées aujourd'hui, si effectivement il peut y avoir un impact, tout en sachant qu'effectivement certains de ces athlètes sont peut-être encore un peu mieux préparés que les années passées. Ceci étant, encore une fois, il faut relativiser sur des effets très courts comme ça et des impacts très très brefs, puisqu'on parle de 7 minutes 50 pour Piotr l'année dernière, l'impact des particules. Mais ceci étant, il y a toujours une influence. Il est préférable d'avoir un air qui est raréfié en particules plutôt que d'avoir des suspensions solides qui peuvent à un moment donné éventuellement encombrer certains, les plus sensibles en tout cas, à cette pollution. Voilà la dame de fer qu'on aperçoit donc ici, alors qu'on a assisté au départ de Madeleine Fontillas-Ronc, l'américaine qui est là, qui avait terminé à la 6e place l'année dernière en 14 minutes 43 secondes. On va aller voir on aura les temps intermédiaires, je crois, et les temps bien sûr à l'arrivée. Cette année, je crois qu'on en disposera, on l'espère, on croise les doigts en tous les cas, alors que Oriane Riccitello s'apprête à s'élancer, une Française qui a remporté les 10 km à Aix-les-Bains en 2015, et également le 1500 mètres de Bordeaux. Donc on a des athlètes qui viennent un petit peu de partout. On a des spécialistes bien sûr des courses ascensionnelles, de la verticalité, mais on a aussi des amateurs de jogging, de trail, bref, on peut venir d'un tas d'horizons différents. C'est toujours une occasion incroyable que de venir à la Tour Eiffel, utiliser la Dame de Fer comme ça, comme un théâtre d'expression. Effectivement, ouais, c'est un théâtre quand même qui reste emblématique, qu'il est encore plus cette année compte tenu des événements que la France a traversé, Paris en particulier. Ça prouve encore une fois que Paris se relance et n'est pas abattu, et qu'aujourd'hui la vie, le sport, l'expression du sport reprend ses droits à Paris dans ce qu'il représente de plus symbolique pour Paris mais aussi pour la France. Et je trouve que ça c'est quand même une belle image, le fait que on est toujours debout, on est là, ces athlètes se sont préparés, alors qu'on voit certains qui commencent à poser leurs mains sur les genoux, donc effectivement qu'est-ce qui se passe là à ce niveau-là? Là très clairement on n'est pas sur quelque chose quand même de très commun, même pour les personnes qui font de la course sur route, puisque là effectivement c'est que de l'ascensionnel. Mais au-delà de l'ascensionnel, habituellement ce sont des foulées, alors que là on est sur des montées de marche, c'est du step, et à chaque fois vous voyez, quand on voit les flexions de hanches, les flexions de genoux, les flexions de hanches, les flexions de cheville, il y a un engagement musculaire qui est complètement différent et nouveau pour ces athlètes, comparativement à ce que l'on peut vivre sur un 10 km, avec des quantités de charges qui s'additionnent, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous voyez, quand on voit cette jeune fille qui monte les quelques marches, à chaque fois, elle hisse le poids de son corps, en tout cas une partie du poids de son corps, sur une seule jambe. Grosso modo, à chaque fois, c'est l'équivalent. La répartition de son poids n'est pas sur les deux jambes comme la course à pied, mais là, effectivement, il fait qu'en plus, elle grimpe de 20-25 cm, c'est ce que doit représenter à peu près la hauteur d'une marche. Donc c'est comme si elle réalisait en quelque sorte 1665
pas demi-squat, mais quart de squat. Ah, c'est énorme, c'est extrêmement impressionnant. C'est cette athlète, c'est Madeleine Fontillas-Ronc, dont on parlait il y a quelques instants, donc, qui est venue bien préparée. On a vu également le K-tape positionné sur plusieurs segments de la jambe. On a vu les cuisses qui sont préparées, bien évidemment, pour être assujetties à ces 1665 marches. Une belle vue d'ensemble. Voilà, on a l'événement sportif. On a également l'occasion de profiter de cette magnifique vue de Paris, la capitale de la France, et qui rayonne bien sûr, la Tour Eiffel, monument le plus visité au monde. Bref, c'est vraiment une occasion ce soir de passer un grand moment ensemble, de vibrer avec la performance sportive, mais aussi de passer un moment de qualité avec la Tour Eiffel comme théâtre d'expression. Là encore, cette deuxième édition de la verticale de la Tour Eiffel, où les escaliers sont ouverts à l'air, comme nous le rappelait l'organisateur Jean-Charles Perrin tout à l'heure au micro de Laurie Tillman. Les participants finalement ont l'impression de voler en grimpant les marches, exposés à l'air pur. Alors on parle de tower running, on parle de sport ascensionnel, on parle de verticalité. C'est vrai que c'est le seul building, si je puis dire, la seule construction où on est exposé à l'air pur. Si vous faites ça à l'Empire State, vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment. Quand vous faites ça sur n'importe quelle tour au monde, on pense évidemment aux épreuves de Singapour, Hong Kong ou ailleurs. C'est une fois de plus dans une tour à l'intérieur. Ici, on est à l'extérieur. Donc on allie le meilleur du sport ascensionnel et puis le meilleur, bien sûr, des structures qui existent au niveau de la planète Terre. Évidemment, oui, il est sûr qu'à l'air libre, quel que soit en fait, même s'il y a un peu de pollution, eh bien ça reste toujours beaucoup plus sain que ce qu'il peut y avoir comme ce qu'il peut renier comme air ambiant dans les immeubles. Je pense, vous parliez de l'Empire State Building ou des tours de Singapour. On pourrait imaginer aussi qu'il puisse y avoir une course sur la tour du Burj Khalifa à Dubaï, qui, s'il faut le rappeler pour les téléspectateurs, fait 821 mètres. Ouais, donc c'est presque trois fois la Tour Eiffel. Pas tout à fait, mais on s'en rapproche quand même. On atteint des sommets et je n'ai aucun doute qu'un jour ou l'autre, il y ait cette ascension à un moment donné qui soit organisée aux Émirats Arabes Unis. Oui, ça, ce n'est qu'une question de temps. Alors qu'on voit les images ici, eh bien, des concurrentes plus athlétiques, évidemment, qui démarrent. Dossard numéro 48, Brooke Logan, l'Australienne qui avait remporté l'Adelaide Stair Challenge du côté de l'Australie méridionale. Elle a terminé deuxième à l'Eureka Climb également. Et ben voilà, 21h pile ou quasiment, le scintillement de la Tour Eiffel en direct sur Eurosport 2. Ça, c'est extrêmement beau, très très majestueux. Alors qu'on retrouve ici Dossard numéro 58 au deuxième étage. Donc encore pas mal à accomplir pour Madeleine Fontillas-Ronc, l'américaine qui avait terminé 6e l'année dernière, 14,43. On parlait de ce fameux K-tape qui est positionné ici autour des genoux et puis derrière également pour en prévention bien évidemment à tout ce qu'elle va assujettir son corps dans cette ascension de longue de 1665 marches. La gestion de l'effort, là encore, parce qu'on parle de 15 minutes pour Madeleine sur sa performance de l'année dernière. On parle de 9 minutes 44 pour la plus rapide. C'est une gestion de l'effort quand même dans le temps. Il faut effectivement adapter son effort au fur et à mesure on va utiliser de l'énergie, on va consommer de l'énergie. On va démarrer quelquefois. Voilà, on a une athlète ici qui agrippe tout de suite. On le voit, la rambarde. Certaines ne vont pas agripper la rambarde avant le premier étage. On va peut-être ménager l'effort, organiser son effort. Et Vincent, peut-être un avis par rapport à ça. Est-ce qu'il faut peut-être minimiser l'impact en agrippant les rails, ou est-ce qu'il faut plutôt essayer d'y aller un petit peu en conservant, je sais pas, en dépensant plus d'énergie au début puis en agrippant les rails après pour faire une sorte de transfert d'énergie? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que spécialiste? Disons qu'il est clair que sur la course à pied, la mobilisation des jambes, elle est essentiellement en contact avec le sol, donc c'est elle qui supporte le plus d'impact. Maintenant, il ne faut pas négliger non plus l'usage des bras dans la course à pied, où ces balanciers autour de l'articulation de l'épaule, de l'avant vers l'arrière, eh bien, équilibrent la foulée et la coordonne, permet d'avoir une meilleure synchronisation, un meilleur rendement. Là, clairement, sur l'athlète américaine qui vient de partir, eh bien, on a vu qu'elle s'était préparée à l'usage de ses mains, puisqu'elle portait des gants. Je pense pas que ce soit lié au froid, mais c'est vraiment plus lié au fait qu'elle doive se protéger. Donc le métal reste froid malgré tout. C'est le soir, les températures ne sont pas très hautes. En même temps, je pense qu'elles restent quand même relativement intéressantes par rapport à la nature de l'effort, ce qui fait quand on arrive en haut, on n'a pas cette sensation d'étouffement. Alors le fait de tirer sur les bras
sur les rampes, forcément, en s'agrippant, eh bien, on s'allège, on cherche à alléger très sensiblement le poids de son corps. Et donc à minimiser pendant quelques temps, vous voyez, l'impact du poids de son corps sur les jambes. Bon, alors ceci étant, on voit certaines athlètes et plus on va s'avancer, moins l'usage va être utilisé sur une première partie. Je suis très heureuse d'être à Paris et de démarrer effectivement cette compétition sur la Tour Eiffel. C'est ma première fois, ma première participation à cette verticale de la Tour Eiffel. Donc je vais essayer de tout donner. Voilà ce qui nous dit donc Dominika Wisniewska-Ulfi, la polonaise, qui a terminé deuxième de la Coupe du Monde 2015 de Tower Running. Elle nous a pris un petit peu par surprise, mais c'est de bonne guerre, bien évidemment. On voit la performance, la façon avec laquelle elle s'élance, Dominika Wisniewska-Ulfi, la jeune polonaise donc. Première participation ici à la verticale de la Tour Eiffel, alors qu'on va s'intéresser maintenant au départ de la tenante du titre, Susie Walsham, l'Australienne, qui avait réalisé un temps de 9 minutes 44 secondes l'année dernière dans le cadre de la première édition de la verticale de la Tour Eiffel. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire cette année avec l'expérience en plus, avec cette sensation d'accomplissement? Je l'ai fait l'année dernière, je suis, on va dire, sorti sur la plus haute marche, si je puis dire, sans jeu de mots débile, mais de cette épreuve l'année dernière. On va peut-être écouter quelques propos donc. Je vais essayer de défendre mon titre, c'est une magnifique course, mais je suis très en forme. J'espère avoir une très très belle performance ce soir. Voilà ce que nous dit donc Susie Walsham, l'Australienne qui avait remporté l'épreuve l'année dernière. Et elle, ça va vous intéresser, elle est anciennement championne d'Australie du 800 mètres et du 1500 mètres. Elle a été finaliste au 1500 mètres des Commonwealth Games. Donc là encore, on a affaire à des athlètes qui pratiquent plutôt de l'horizontalité, qui, eh bien, cette fois-ci, vont s'orienter vers de la verticalité. Ouais, le temps qu'elle réalise, enfin si c'était bien le temps qui était affiché, quand même c'est près de 3 fois, 4 fois même ce qu'elle fait sur 800, 1500 mètres, voire beaucoup plus, parce que si c'est sur du 800, on raisonne plus autour de 2 minutes. Et si j'ai bien vu, c'était 21 minutes, c'était son temps, non? Non, l'année dernière, c'est 9 minutes 44. Ah, 9 minutes 44, ouais. D'accord. Donc on est, c'est quand même faut multiplier un petit peu par 2 son temps d'effort. Bon, encore une fois, c'est une course qui est un peu spécifique, ça nécessite une préparation probablement différente que celle qu'un coureur de 800 peut vivre, même si en termes de dépassement de soi, le 800 est un exercice quand même très particulier. Il n'y a pas dans ce challenge qu'un challenge physique, il y a aussi un challenge mental, le fait de se dépasser, le fait d'aller au bout de soi, de rechercher un second souffle dans les phases où on est sur des plateaux, donc ça reste quand même assez exceptionnel en termes d'effort. Voilà, on se retrouve sur la ligne d'arrivée donc avec celle qui porte le dossard numéro 59, Angela Castello-Noria, ou le chasuble si vous préférez. Angela Castello-Noria, l'Espagnole, qui arrive exténuée bien évidemment après cet effort fourni durant l'ascension, cette montée des 1665 marches, 280 mètres de dénivelé. La Dame de Fer a été taclée ici. Laurie Tillman est notre envoyée spéciale, bien évidemment. Elle va nous proposer des réactions à chaud de la part des athlètes au fur et à mesure de leur arrivée. Alors on leur laisse quelques minutes bien évidemment pour se reposer, pour respirer, s'oxygéner, et puis ensuite ça sera la réaction de la part des concurrentes. Et puis on s'intéresse également à ce que réalise ou ce que cette championne en titre australienne, on vient juste d'assister à son départ, Susie Walsham. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire cette année, là encore avec ce temps de 9 minutes 44 secondes réalisé l'année dernière. Elle avait remporté l'épreuve, et puis elle est 5 fois championne de la Coupe du Monde de Tower Running. Elle a été également à 4 reprises championne du monde du circuit vertical. On appelle ça le vertical circuit. Bref, on voit également ici les temps de référence qu'on commence à avoir en ce qui concerne l'arrivée tout en haut de la Dame de Fer, donc avec 11,09. On a des 11,04, 46 maintenant. On vient d'enlever donc 4 secondes 59 centièmes au temps de référence. Oriane Richitiello qui vient de réaliser cela. Donc les concurrentes qu'on continue d'accueillir sur la ligne d'arrivée avec celle qui porte le chasuble numéro 57, Julie Ray Steinmeier, l'américaine, née en 1974, 42 ans donc, elle qui avait remporté le Aeon Climb l'année dernière. Donc les temps qui changent, 11,45,88, tiens donc, pour Julie Ray Steinmeier. Voilà, c'était un effort extrêmement fourni pour rejoindre la ligne d'arrivée. Là encore, donc on commence à avoir les premiers indicateurs quant à la forme des concurrentes. Là aussi, est-ce qu'on aura Susie Walsham sur les temps intermédiaires? On ne le sait pas. En tous les cas, ça sera très intéressant de voir ce qu'elle va être capable de générer cette année pour cette édition 2016 de la verticale.
On peut constater aussi, c'est l'attitude des athlètes à l'arrivée. Elles adoptent toutes des attitudes qui leur sont personnelles face à la douleur, face à la souffrance. L'Espagnole est arrivée extrêmement souriante, plutôt détendue, alors la troisième à avoir franchi la ligne d'arrivée s'est allongée tout de suite sur le dos, exténuée. Et en fait, face à la difficulté, eh bien, il y a une perception et un ressenti qui est toujours différent, et qui se traduit par des attitudes et qu'on va découvrir tout au long de la soirée. On va sûrement en voir quelques-uns qui vont être vraiment KO, parce que ça, encore une fois, c'est un exercice d'une intensité complètement incroyable, où la physiologie, c'est-à-dire l'augmentation du rythme cardiaque, l'augmentation de la fréquence respiratoire avec les débits ventilatoires, l'engagement musculaire est porté à son jusque-boutisme. À l'intérieur de la cage thoracique, vous allez avoir, pour certains athlètes, eh bien, vous allez avoir des pulsations qui vont dépasser les 200 fréquences 200 battements par minute, et avec des fréquences ventilatoires, des débits ventilatoires très élevés, et avec des niveaux de lactate, c'est-à-dire de dégradation des sucres, des glucides dans l'organisme qui vont empoisonner, tétaniser les muscles pendant quelques minutes encore après l'effort, jusqu'à ce qu'ils aient retrouvé leur souffle et qu'ils aient récupéré. Voilà, donc on voit l'arrivée ici de Jamie Keitwu, la Canadienne, qui s'écroule littéralement une fois la ligne d'arrivée franchie, là encore exténuée par l'effort. On l'avait vu tout à l'heure sur la ligne de départ, elle avait tout donné pour essayer de tacler les premières marches de cette longue ascension, et puis au fur et à mesure, on peut comparer ça peut-être à une jauge d'énergie dans un jeu vidéo. On part, la barre est pleine, et au fur et à mesure de l'effort, au fur et à mesure de la montée, eh bien cette jauge d'énergie, elle s'abaisse, et on voit le résultat sur notamment Jamie Keitwu ici, qui s'écroule littéralement une fois la ligne d'arrivée franchie. Absolument, oui. Alors ce qu'il faut préciser, c'est que il y a une sécurité qui est extrêmement renforcée dans la Tour Eiffel, c'est-à-dire que à chacun des paliers, eh bien, il y a des dispositifs de secours, d'accompagnement, de contrôle également, parce que encore une fois, les intensités sont tellement élevées, et compte tenu de la popularité aussi de cette épreuve, eh bien, les athlètes sont dans des conditions d'extrême sécurité. Une sécurité effectivement extrêmement importante pour cet événement sur la Tour Eiffel, donc, avec l'arrivée de Madeleine Fontillas-Ronc à l'instant. Elle qui avait terminé 6e l'année dernière. Quel temps est-ce qu'elle réalise? 15,28,39. Donc elle est en deçà de sa performance de l'année dernière. Elle avait réalisé un 14,43. Elle qui avait terminé 2e du Base to Space, l'épreuve de Seattle. On appelle ça la montée du Seattle Space Needle, et c'est 832 marches. Et bien cette année, donc quasiment une minute de moins que l'année dernière, un petit peu moins, 45 secondes. Voilà, 14,43 sur l'édition en 2015. Un petit peu plus sur l'édition 2016. Emmanuel Blanc qui rejoint ici la ligne d'arrivée. 14 minutes, 1 seconde. Par l'organisation, bref, il n'y a pas de la place pour tout le monde. C'est un honneur de participer en fait, c'est presque un honneur en fait, ce qui est très paradoxal. Et on se rend compte aussi à l'image de ce qui se passe là que le sport prend une dimension tout à fait différente. Le sport au début du siècle était plutôt réservé, enfin comment dirais-je, il fallait presque payer les gens pour qu'ils fassent du sport. Et là aujourd'hui, eh bien, on les valorise pour qu'ils puissent s'investir, se donner au maximum, cracher leurs poumons. Et là aujourd'hui, eh bien, ils sont des dizaines de milliers, des centaines de milliers à vouloir signer pour faire cet effort-là. Ce n'était pas le cas encore si on repart 50 ans en arrière, quoi. Et il y a eu un bouleversement des mentalités. La place du sport aujourd'hui, ces événements sont là pour le montrer. La place du sport dans la société est une place de plus en plus importante. C'est un vecteur de pleine santé, ça c'est une réalité. C'est un vecteur d'épanouissement personnel. Quand on fait du sport aujourd'hui, compte tenu du fait que vous et moi allons devoir, Marc, travailler
travaillé beaucoup plus longtemps que nos aînés, eh bien, là, une activité sportive est complètement bénéfique pour permettre d'avoir une activité professionnelle dans laquelle on puisse s'épanouir, dans laquelle on se sente bien. Si on se sent bien dans son corps, bien dans sa vie en général, c'est déjà un bon début pour être à peu près correct, pour bien se sentir dans son activité professionnelle. Et puis... Oui, un esprit sain dans un corps sain, finalement, c'est la recette qui marche. Je vous interromps, Vincent, quelques secondes parce qu'on vient de voir Stéphanie Hucko, l'américaine, franchir la ligne d'arrivée. Elle a réalisé le meilleur temps pour l'instant de la soirée, 10 minutes 59 secondes 25 centièmes. Une fois de plus, la référence, c'est le temps de Suzy Walsham, réalisé en 2015 avec 9,44. Suzy Walsham qui ne devrait plus tarder parce qu'on voit le chasuble numéro 42 qui nous rejoint ici sur la ligne d'arrivée. Dominika Wisniewska-Ulfi, la polonaise qui vient de faire 10,32,40, qui est le nouveau meilleur temps donc. Et la voici, Suzy Walsham, celle qui avait remporté l'épreuve l'année dernière, qui vient de franchir la ligne en 9,48,90. Incroyable. Et là, c'est un magnifique temps. C'est vrai qu'elle est à 4 secondes et quelques au-dessus de ce qu'elle avait réalisé l'an passé. Mais elle arrive, regardez, elle a même dépassé plusieurs concurrentes qui étaient donc parties avant elle. Suzy Walsham, en tous les cas, 9 minutes 48 secondes 90 centièmes. Camille Brossard, la française, 13,01,30. Et là, c'est une Suzy Walsham exténuée qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Là encore, une performance incroyable, Vincent. Ça sera certainement le temps de la victoire. Ça va être très difficile d'aller chercher ce 9,48,90. On rappelle 9,44 pour la victoire en 2015. En 2016, 9,48,90. Donc à 4 secondes près, on y est. Hein. Ah oui, c'est vraiment une très très belle performance. Encore une fois, les athlètes qui sont ici... n'ont pas l'habitude de pouvoir se préparer spécifiquement sur ce type d'effort, puisqu'ils n'ont pas l'occasion de faire la montée, si ce n'est peut-être qu'en marchant pour repérer un peu le secteur. Donc ça donne une dimension tout à fait exceptionnelle. La plupart de ceux qui sont ici se présentent pour la première fois au pied de la Tour Eiffel et ils font l'ascension de cette course un petit peu à l'aveugle. Ce dont on ne se rend pas compte aussi et qu'il faut prendre en compte, c'est le fait... que dès l'instant où on passe le deuxième étage pour aller au dernier étage, eh bien, vous voyez l'étroitesse de cette colonne. Et en fait, l'athlète, il fait que faire un tourniquet, quoi. La dimension, comment dirais-je, centrifuge, elle est énorme. Et ça, on ne s'en rend absolument pas compte. On voit les athlètes arriver, on a l'impression qu'ils sortent d'une ligne droite. Ben non, là, ils viennent de faire des tours quasiment sur eux-mêmes depuis pour un peu plus de 100 mètres, quoi. C'est relativement exceptionnel parce qu'au-delà de l'effort, eh bien, cette gestion de l'équilibre, le fait d'un moment donné de trouver des repères, il y a aussi, vous voyez, comme vous le disiez tout à l'heure, Marc, eh bien, on n'est pas dans un espace clos, les marches sont ajourées, il ne faut pas avoir le vertige, et c'est toute cette gestion aussi qui permet de rendre encore un hommage un peu plus grand aux athlètes qui sont présentes ce soir. Oui, très très bonne remarque. Et puis on le voit avec la forme de la Tour Eiffel, bien évidemment la Dame de Fer. Au début c'est assez simple, en bas on monte plusieurs marches d'affilée, mais plus on se rapproche du sommet, plus on tourne, c'est vrai. Ce qui explique aussi pourquoi on s'écroule derrière la ligne d'arrivée, bien évidemment avec cet effet un petit peu tourbillon dans la tête. On voit donc ce qui semble être le podium pour cette édition 2016 du côté des filles. Et puis cette nouvelle victoire donc de Suzy Walsham. Vraiment le sport ascensionnel, les courses verticales se développent de plus en plus aux quatre coins de la planète Terre. On se souvient qu'en 2014 il y avait 100 000 athlètes qui ont participé à une course verticale quelque part dans le monde. Elles ont lieu d'ailleurs à 96% évidemment dans les pays anglo-saxons, et 51% des courses se déroulent aux États-Unis. Mais on a un petit groupe tricolore, un petit groupe français qui a décidé de lancer ce qu'on appelle The Tower Run pour essayer de démocratiser ces disciplines ascensionnelles, ces sports de verticalité, avec des épreuves à Marseille. Il y aura une épreuve de Tower Run à Marseille le 23 avril. Ce sera la toute première épreuve de Tower Run sur le sol français, organisée par cette équipe donc qui gère ce circuit The Tower Run. Ça aussi, ça mérite un petit coup d'œil. Évidemment, il y a toujours cette ambition d'avoir ces multicouches. Il y a une dimension sportive, athlétique, performance, et puis une dimension œuvre caritative où on va aider une organisation, une œuvre caritative, etc. Ce qui facilite sans doute les accès aux bâtiments en question, parce qu'il faut aussi aller chercher des autorisations pour avoir des événements sportifs, des manifestations sportives dans des zones comme cela qui s'y prêtent pour ce type d'activité.
Évidemment, oui. Ah, alors on va aller voir Laurie tout de suite pour une réaction. Au 3e étage de la Tour Eiffel. Oui, tout à fait, messieurs, merci. Je suis actuellement à côté d'Oriane Ricciolito, qui est une étudiante lyonnaise de 22 ans, qui est restée un petit moment sur le classement provisoire. Je crois qu'elle est encore 4e avec 11 minutes 04. Oriane, qu'est-ce qu'on vient chercher sur cette course, la verticale? On vient chercher des sensations, parce que c'est vraiment une course unique. Le cadre est génial et franchement, c'est énorme. C'est vraiment une course à faire. En plus, tout le long, il y a des gens qui nous encouragent. Ça aide vraiment. J'ai réussi à doubler des femmes aussi. Du coup, on s'est motivé entre nous. On se disait, allez, vas-y et tout. Et c'est vraiment, on cherche à dépasser ses limites surtout. Et comment ça s'est passé? Est-ce que ça tire sur les cuisses là? Oui, ça tire carrément sur les cuisses. C'était super dur. À la fin, en plus, c'est vraiment des longues lignes droites qui n'en terminent pas. Pour finir avec un petit tourbillon comme ça, c'est juste horrible. Mais bon, mais on y arrive. Merci Oriane pour ces partages de sensations. Les premières concurrentes sont en train d'arriver et on va tout de suite passer aux interviews de Suzy peut-être qui va arriver, l'Australienne. Oui, effectivement, Laurie, merci beaucoup. Cette réaction d'Oriane Ricciolito, bien sûr, ça tire sur les cuisses, ça tire carrément sur les cuisses. Donc voilà ce que nous dit Oriane Ricciolito, la française, qui avait réalisé, qui performe régulièrement en ce qui concerne les 1500 mètres. Elle avait fait 4,54,66 aux 1500 mètres de Bordeaux en 2015. Elle a un temps aux 3000 mètres steeple, 12,05,09. Bref, là aussi, des athlètes, on va dire, conventionnels qui se convertissent pour cette verticale de la Tour Eiffel en sportif ascensionnel. Donc c'est vrai, variation des plaisirs, changer un petit peu ou sortir de sa zone de confort. C'est cela aussi la magie de la verticale de la Tour Eiffel, 2e édition. Félicité donc par l'organisation ici. On retrouve donc bien évidemment au centre de ce podium Suzy Walsham, le temps de 9,48,90 devant Dominika Wisniewska-Ulfik et Stéphanie Uko, l'américaine. Donc il y a quand même 1 minute 10 secondes d'écart entre la première, celle qui remporte l'épreuve pour la 2e fois consécutive, et celle qui termine à la 3e place, Suzy Walsham, sur le toit de l'univers et sur la plus haute marche du podium en ce qui concerne cette 2e verticale de la Tour Eiffel, l'édition 2016. À 4 secondes près, Suzy Walsham, certainement avec cet état d'esprit compétitif qu'on lui connaît, avait pour ambition vraisemblablement de faire un temps meilleur que ce qu'elle avait pu faire l'année dernière. Et on va retrouver Laurie Tillman tout de suite en compagnie d'une des athlètes, peut-être Suzy Walsham en personne, pour avoir la réaction à chaud. Laurie? Évidemment, Suzy au sommet. Congratulations, Suzy. How do you feel? Félicitations, Suzy. Comment vous vous sentez? Oh là là, je suis exténué. C'est une course extrêmement difficile. Vous n'avez pas battu votre temps de l'année dernière. Est-ce que vous êtes satisfaite quand même? Oui, je pensais que j'allais aller plus vite sur cette édition 2016. L'année dernière, il y avait quelques zones où je n'avais pas pu les gérer comme j'aurais voulu, mais c'était pas si loin que ça finalement. Qu'est-ce qui était le plus dur dans cette épreuve? Je pense que c'est le dernier tiers, vraiment à partir du 2e étage, c'est très difficile, c'est très compliqué, vous ne savez plus où vous êtes, il n'y a plus de numéro d'étage, et à un moment donné vous êtes perdu dans votre tête, il faut continuer à pousser. Est-ce que vous sentez l'altitude lorsque vous arrivez vers le sommet? Oui, j'avais cette sensation de plus de vent et j'essaie de ne pas regarder vers le bas parce que je ne voulais pas commencer à tanguer quelque peu, donc il fallait rester concentré sur les escaliers, les marches. Merci beaucoup Suzy, bravo encore et on espère à l'année prochaine. Ah, merci beaucoup. Merci, voilà quelques mots de français donc pour celle qui remporte l'édition 2016 de la verticale, Suzy Walsham. C'est très intéressant ce qu'elle dit, on perd toute notion de repère entre le 2e et le 3e étage. À un moment donné, Vincent, on ne sait plus où on est. Ouais, c'est exactement, on est dans une espèce de machine à laver et en même temps avec un déficit d'oxygène qui arrive au niveau du cerveau. La saturation en oxygène, donc elle baisse énormément et forcément à partir de l'instant où on atteint un certain niveau de sa vitesse maximale aérobie, eh bien on a pu une totale lucidité, ce qui fait qu'à un moment donné, là c'est repousser ses limites à chaque fois pour essayer de maintenir son engagement, essayer de trouver des repères qui nous permettent de pouvoir nous accrocher à l'ascension cette Tour Eiffel, cette fameuse Dame de Fer. L'édition 2016 de la verticale, nous allons passer du côté des messieurs désormais, avec une fois de plus 79 hommes, 21 femmes qui prennent part à cette épreuve édition 2016. La Dame de Fer, la verticale de la Tour Eiffel, 2e fois en 2 ans. Suzy Walsham qui retient donc son titre, qui conserve son titre suprême là aussi
pas menacée franchement en ce qui concerne la plus haute marche du podium, mais on a senti un petit peu la déception. Elle pensait faire mieux que ce qu'elle avait fait l'année dernière sur son temps personnel. C'est parti donc pour l'épreuve, messieurs. On voit le premier concurrent, Chasuble numéro 31, qui vient de prendre le départ. Et là aussi, on aura des premiers temps de référence d'ici quelques minutes. Il s'agit du Britannique Richard Sears, qui avait pris la première place. Il avait remporté l'épreuve du Beijing Gemdale Plaza Stair Race. Donc la course ascensionnelle du côté de Pékin au Gemdale Plaza, une localité connue de la capitale chinoise. Alors qu'on retrouve donc Chasuble 29, l'Autrichien Rolf Maichen. Rolf Maichen, qui a participé à l'Eureka Climb à Melbourne en 2014. Un habitué également des épreuves du côté des États-Unis. Il avait participé au Run-Up One World Trade Center. Nouvelle épreuve donc sur la toute nouvelle tour à New York. La production nous offre des images assez belles, et quand on regarde, c'est une véritable promotion touristique aussi pour la ville de Paris. Quand on voit ces images de la Seine, la modernité qui s'allie aussi avec quelque part le métro et qui nous ramène au XXe siècle, en tout cas au tout début du XXe siècle. Et quand on voit aussi la technicité de l'éclairage, on voit qu'il y a eu de belles évolutions. Hein. C'est une promotion, ça pourrait presque être une promotion pour une agence de tourisme aussi. Et le sport y contribue justement à travers ce qui est présenté là ce soir. Oui, c'est une très bonne remarque. Effectivement, Vincent, hein, c'est vraiment une plateforme idéale finalement pour présenter peut-être bien ce que Paris a de plus beau. Évidemment, c'est la Tour Eiffel, le monument le plus visité au monde. Et puis là, qui sert, regardez ce plan, on ne s'en lasse jamais. Même si on vit à Paris depuis des décennies, des années, on ne se lasse jamais de ce point de vue. Alors qu'on va simplement accueillir un nouvel athlète au départ, George Heimann, l'Allemand, qui va prendre le départ d'ici quelques secondes. Chasuble numéro 28 qu'on suivra. Il avait terminé 8e du Skyrun de Messetern et ses 1200 de marche en 2014. Là aussi le circuit des courses ascensionnelles aux quatre coins de la planète Terre, avec de plus en plus de courses bien sûr. On a deux catégories finalement de participants. On a les athlètes aguerris qui sont à la recherche de la performance suprême. Et puis les curieux, on en parlait, qui sont là un petit peu pour le côté fun. Je ne sais pas exactement si... je ne sais pas dans quel état de forme je suis. Je vais faire mon maximum, mon meilleur. Et j'ai envie de voir Paris du haut de la Tour Eiffel. Voilà, ça peut être une motivation aussi simple que j'aimerais accéder à la plus belle vue de Paris, c'est-à-dire celle qui est proposée lorsqu'on est au sommet de la Tour Eiffel. Absolument. Et on voit que la cadence s'enchaîne en fait, et que les athlètes, certains d'ailleurs, se font rattraper. Il y a un rythme de départ toutes les minutes. Et donc, ce qui fait que les meilleurs d'entre eux, effectivement, peuvent très facilement rattraper le précédent concurrent. Oui, ça s'est fait sur l'épreuve féminine, puis là on voit les images de cela. Alors là, il ne doit pas y avoir de la place pour tout le monde, c'est vrai, quand on commence à se doubler sur les marches, des zones précises, mais on s'organise. Et là aussi, en fonction des images qui sont proposées par la réalisation, à mesure que les athlètes grimpent vers le sommet, là encore, l'effort est différent, parce que quand on voit le départ effectué sur la ligne de départ, donc l'athlète est bien évidemment très engagé. Plus on monte un petit peu sur les marches, plus on se rapproche du premier étage, deuxième étage, plus l'effort est compliqué. Finalement, on sent que l'athlète se penche un peu vers l'avant et on utilise beaucoup plus les bras. On redevient en quelque sorte beaucoup plus... je sais pas, c'est plus quadrupède. Oui, un petit peu. Hein. Finalement, c'est un peu ça. Finalement, on est un peu plus quadrupède au fur et à mesure où on monte vers le sommet de la Tour Eiffel. Allez, dossard chasuble numéro 38 ici. Dano Četetka, le Slovaque, champion de Slovaquie de Tower Running. Voilà, avec le premier temps de référence du côté des messieurs, donc, proposé ici par ce champion slovaque. Très satisfait de sa performance, sourire là encore, pause pour la photo. Et puis le temps, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir justement, c'est le cas de le dire, mais on va peut-être nous le remettre à l'écran d'ici quelques secondes. On revoit l'arrivée donc du Slovaque, qui a dû réaliser le meilleur temps pour l'instant avec Dano Četetka. Bon, en tous les cas, ce sera lui qui pour l'instant a le temps de référence.
affaire à suivre parce qu'on a encore des très très grands noms de la discipline, notamment ce fameux Polonais Piotr Lobojinski qui avait remporté l'épreuve 2015. Voilà le temps donc 11, 51, 46. Maintenant on a un Français, François Coutan, qui a pour l'instant le meilleur temps en 10, 29. Donc la grande question, Piotr Lobojinski, 7 minutes 50 secondes, ça va être très difficile à battre. Est-ce que Piotr Lobojinski peut battre son propre temps? Du côté des femmes, on avait posé la même question pour Suzy Walsham, elle n'a pas réussi. Est-ce que le Polonais va faire mieux que 7,50? Imaginez cela, 7 minutes 50 secondes pour 1665 marches. Ça fait beaucoup de marches à la seconde. Absolument, oui. Comme disait Victor Hugo, il n'y a rien de plus imminent que l'impossible. Wow. Ça calme. Ça, c'est le moment, Vincent Clarico. Merci pour cette page culture. Mais c'est vrai, c'est très bien dit. Ce qui me... Je m'interroge au sujet des GPS que la majorité des coureurs qui ont ce profil nature, trail, etc. utilisent régulièrement pour mesurer et leur fréquence cardiaque, le profil du parcours qu'ils ont réalisé. Et là, j'ai du mal à imaginer quel type de profil il peut y avoir quand on analyse sa course et qu'on la projette sur les sites. En fait, ça doit être une boucle extrêmement serrée et le profil, il doit être intéressant à observer en vérité sur une carte. Je crois qu'il faut télécharger l'appli verticalité oui, absolument, ouais. ou en 3D, sinon ça ne marche pas. Je ne sais pas comment ça peut se traduire. Avec Ralf Ascher, l'Allemand qui vient de franchir la ligne d'arrivée, effectivement, c'est une bonne question. C'est vrai que tout ça c'est adapté que pour de l'horizontalité finalement, c'est pas normal, mais ça va changer. Plus il y a de pratiquants de sport ascensionnel, plus les développeurs d'applications vont aller en ce sens. Alors que là on voit l'image parfaite de l'oxygénation d'un athlète une fois qu'il a franchi la ligne d'arrivée après cet effort absolument épique. Alors effectivement, là on rentre vraiment clairement dans la physiologie. Ils ont contracté ce qu'on appelle une dette d'oxygène. Cette dette d'oxygène, eh bien, elle se caractérise par une augmentation du gaz carbonique qu'on a dans les poumons, dans les muscles. Et les contractions musculaires étant tellement intenses, eh bien, le sang n'a pas le temps de se diffuser dans l'ensemble des muscles. Donc du coup, eh bien, on travaille essentiellement sur des réserves. Et lorsque l'on franchit la ligne d'arrivée, la dette d'oxygène qui a été contractée à l'effort, eh bien, elle est restituée. Ce qui fait qu'il y a, c'est un phénomène qui est absolument naturel et normal, Dieu merci. Dès qu'on a franchi la ligne d'arrivée, ben, on continue à être essoufflé, on continue à respirer avec une grande fréquence ventilatoire jusqu'à ce que la saturation en oxygène eh bien, revienne à des proportions qui soient normales et qui permettent à l'ensemble des organes, notamment des organes, l'ensemble des organes de pouvoir fonctionner correctement. Alors le circuit d'événements où on gravit des marches est composé de plus de 160 épreuves aux quatre coins du monde. L'épreuve la plus taxante, c'est celle de Radebeul en Allemagne, dans la région de Dresde. Et il s'agit de monter, tenez-vous bien, 39 700 marches pour atteindre 8848 mètres d'altitude, soit l'altitude de l'Everest. Et là, c'est vraiment une discipline extrême, bien évidemment. Mais alors, 39 700 marches. À côté de ça, la verticale de la Tour Eiffel, c'est pour les bébés. Alors je plaisante, mais effectivement, ça c'est vraiment le concours le plus extrême. Radebeul en Allemagne, donc dans la région de Dresde. Regardez ce plan, la Tour Eiffel, comme vous ne la voyez quasiment jamais, avec ces athlètes de l'ascensionnel, ces athlètes qui pratiquent la verticalité. Richard Sears peut-être en passe de battre le temps de référence de Ralf Ascher. C'est fait, 23 secondes d'enlever Richard Sears, le Britannique qui vient d'enlever la première place provisoire à l'Allemand Ascher, Ralf Ascher qui l'occupait depuis longtemps. 9,43,15 le temps d'Ascher, maintenant 9,19 donc pour Richard Sears, le Britannique qui avait remporté donc cette épreuve du Gemdale Plaza de Pékin en 2015 également. Il avait brillé du côté de Guangzhou dans la course ascensionnelle de Tianhe Plaza également en 2015. Voilà le temps de référence. On rappelle 7,50 pour Piotr Lobojinski réalisé l'année dernière. Pour l'instant donc le Polonais qui ça devrait encore être à sa portée. Alors qu'on voit Étienne Loisel, un représentant français habitué de trail. Bien évidemment, on en parlait tout à l'heure, Vincent, on peut venir d'un tas de disciplines différentes. On n'a pas besoin d'être spécialiste des courses ascensionnelles. On peut venir du trail, on peut venir du jogging, on peut venir du kilomètre vertical. Bref, on peut venir d'un peu n'importe où. On ne peut pas être lanceur quand même, on ne peut pas venir du lancer. Effectivement, effectivement. Peut-être même même d'un sprinter.
Mais ça reste quand même effectivement un effort qui est dense, qui s'intéresse quand même plus particulièrement aux épreuves. C'est pas véritablement une épreuve d'endurance, hein, c'est une épreuve de résistance. Et encore une fois, à chaque fois, on voit les athlètes qui montrent du geste, voilà, des mouvements de tête qui tournent et qui doivent être extrêmement gênants, extrêmement perturbants quand on arrive à grande vitesse là-haut. Alors observez, là on va commencer à voir des athlètes maintenant qui vont placer a priori beaucoup moins leurs mains sur les rampes et qui en dehors des virages pour essayer d'avoir des virages qui soient un peu plus serrés. Mais là maintenant on va avoir un niveau d'athlète. Je me sens très très bien, je trouve que c'est vraiment génial pour moi de monter sur la Tour Eiffel et je vais faire un top 10. Voilà. On va voir donc un niveau d'athlète voilà, qui va de moins en moins user de leurs bras, qui vont de moins en moins user de leurs bras. Et là on vient d'écouter Jakob Mayer, l'Autrichien, qui a réalisé 36-11, donc 36 minutes 11 secondes pour le kilomètre vertical. Là aussi ça c'est un temps intéressant. On parle de 280 mètres de dénivelé ici sur la Tour Eiffel, sur la Dame de Fer avec ses 1665 marches. Mais on a aussi l'épreuve du kilomètre vertical, donc 36 minutes 11 secondes. Le temps de Jakob Mayer, qu'est-ce que ça va donner quand on applique ce temps à 280 mètres de dénivelé? On va voir ça. Mais en tous les cas, très motivé Jakob Mayer, avec un objectif fixé, figuré parmi les 10 meilleurs de cette épreuve 2016. Il est également le champion d'Autriche de mountain running, donc de course dans les montagnes, alors qu'on assiste à l'arrivée de Görge Heimann, 9:09:27. Il enlève 10 secondes 47 au temps de référence précédent. Görge Heimann, l'Allemand, qui avait terminé 8e du Skyrun Messetern, et ses 1202 marches, c'était en 2014. Là aussi exténué après un effort impressionnant fourni. Effectivement, là, en même temps, il y a de l'air autour de lui, quoi. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Il explose au vent, là. Effectivement. Bon. Alors je ne sais pas, c'est le type d'effort aussi caractéristique qui peut, l'acide lactique a cette particularité qu'elle peut provoquer des aigreurs au niveau de l'estomac et qui peut favoriser, enfin pour certains athlètes, là qui peuvent avoir carrément l'envie de rendre, quoi. Et bon, j'aimerais pas me trouver au pied de la Tour Eiffel à ce moment-là s'il y en a un qui se met. Effectivement, bonne remarque, alors qu'on voit Eddie Olivier Mozon qui vient de partir. Et qu'on a l'habitude de voir sur les circuits du 3000 mètres, 1500 mètres, 10 km ou même du côté du marathon de New York. Il avait réalisé en 2014 2h41:13. Voilà donc avec le manège au pied de la Tour Eiffel. La Dame de Fer qui s'offre à nous ce soir pour cette deuxième édition de la verticale de la Tour Eiffel, 17 mars 2016, le jour de la Saint-Patrick. Le jour de la Saint-Patrick, mais avant d'aller fêter la Saint-Patrick, on peut bien sûr regarder la verticale de la Tour Eiffel en direct sur Eurosport 2 jusqu'au bout, alors qu'on assiste ici à Hugo Altmaier en train de réaliser un sacré numéro et un passage extrêmement technique ici. On voit ces zones d'escalier qui s'enchaînent. Et là... qui sont aussi extrêmement ajourés, hein. On se rend compte qu'effectivement, c'est presque un effort suspendu dans l'air, puisqu'il n'y a que ces grilles qui séparent, comment dirais-je, le sportif du vide. Et voilà, il faut vraiment quand même avoir un certain sens de l'engagement. Regardez, effectivement, tout à l'heure, j'étais assez surpris par le fait que les athlètes regardent vers le haut. On peut comprendre effectivement qu'une personne sensible au vertige, effectivement, concentre son regard vers le sommet de la Tour Eiffel et pas vers le bas, parce que ça pourrait en décourager plus d'un. Ah bah une demi-seconde d'inattention où vous êtes happé un petit peu par le vide ou impressionné bien sûr par l'altitude, et ça peut vous stopper dans votre effort. On a vu le départ de Christopher Iris, le représentant tricolore, également marathonien, marathon de Paris 2:21:02 réalisé en 2013. Là on commence à avoir des clients très sérieux ici. On voit là on vient de passer le deuxième étage. J'ai regardé l'engagement ici, hein. On n'est toujours pas en train de céder vraiment des deux mains. On est très à l'aise, en train d'à peine poser les pieds sur les marches pour continuer à avancer, hein. Alors ce qu'on peut voir aussi, c'est que là on arrive à des catégories d'athlètes. Là ils sont à 2 par 2 les marches, hein. Julien Moreau, 9 minutes 13 centièmes, donc 9:00:13. Là aussi on a un nouveau temps de référence. On va passer en dessous des 9 minutes très prochainement, et encore 18 athlètes à faire partir. Donc c'est vrai qu'on est en format contre la montre ici. On part minute, les athlètes partent minute après minute. Donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup de dépassements, etc. dans
En ce qui concerne les marches de la Tour Eiffel, voilà, chasuble numéro 15, Michael Wardian, l'Américain, 42 ans, marathonien de renom. Michael Wardian donc, qui devrait nous permettre d'avoir une idée plus précise de ce qu'on peut faire lorsqu'on est un athlète aguerri, dès qu'on aura peut-être les temps intermédiaires pour Michael Wardian, l'Américain de 42 ans, qui part là aussi pour tenter d'accomplir sa quête 2016. La ligne d'arrivée avec le chasuble numéro 24, Klaus Hausleitner, l'Autrichien, qui vient d'arriver à 9:03,41. Et Julien Moreau, toujours le Français, 9:00,13, qui est le nouveau temps à battre. On rappelle le temps de Piotr Lobodzinski de l'année dernière, 7 minutes 50 secondes. Ça va être très difficile d'aller chercher 1 minute 10 de moins que Julien Moreau donc. Ça va être compliqué. Hein. Alors on voit beaucoup de marathoniens qui participent, enfin en tout cas certains ont été retenus, sélectionnés. Je ne pense pas que ce soit le profil le plus performant pour accéder à un niveau de performance top quoi, sur cette spécialité. Hein. Là, de toute évidence, les personnes qui sont sur les activités pleine nature, trail, éco-trail, qui font des ascensions, etc., à mon avis, sont un peu plus équipés, un peu mieux préparés que le marathonien. Déjà, ne serait-ce que par la durée de l'effort, 7 minutes 50, c'est à peine l'échauffement, enfin c'est même pas l'échauffement du marathonien. 15 nationalités représentées, 37 ans, c'est l'âge moyen des participants, 79 hommes, 21 femmes, 40 athlètes élites, 50 athlètes tirés au sort, 10 wildcards sélectionnés par l'organisation Sproul Love qui s'apprête à s'élancer pour l'amour de la verticale de la Tour Eiffel. Il va partir effectivement Sproul Love d'ici quelques secondes. Sproul Love nous dit qu'il cherche à s'améliorer par rapport à l'année dernière. Il souffrait du décalage horaire, donc il va chercher à performer, à faire une performance parmi les 10 meilleurs, voire les 5 meilleurs. Voilà, il faut toujours être ambitieux à l'américaine, avec Sproul Love donc qui est parti à l'attaque de la Dame de Fer. Les premières marches, ça y est. Oh là là, regardez ça, c'est une technique qu'on n'a pas encore vue vraiment. Hein. C'est les deux mains du même côté et l'une après l'autre. Peut-être que ça enlève, c'est vrai, un petit peu du poids du corps sur chaque foulée finalement. En même temps, ça le met dans une position où il crée énormément de rotation dans son corps puisque tout est centré sur le côté droit. Et il s'est très rapidement ravisé d'ailleurs puisqu'il s'est bien rendu compte que continuer comme ça, évoluer en crabe en quelque sorte sur les marches, c'était pas la meilleure des solutions. Allez, chasuble numéro 14, il s'agit d'Éric Leblaché, le Français, qui nous vient du X-Trail, la Forestière 2015, épreuve qu'il avait remportée. Il a remporté le marathon de Marne et de Gondoire en 2015 également. C'est intéressant de suivre l'évolution donc d'Éric Leblaché, qui vient de passer le premier étage. Allez, on vous retrouve, Laurie. Au sommet de la Dame de Fer et avec un sportif aguerri, on ne le savait pas, on le connaît en tant que journaliste, depuis peu animateur de questions pour un champion. Samuel Etienne, bonsoir, vous venez d'arriver, 2h30, 14 minutes 33, comment est-ce que vous vous sentez? Très essoufflé, j'en suis confus, mais bon, ça monte très fort, gros cardio. Moi je suis plutôt un coureur lent, endurant, j'aime bien prendre mon temps. Là le cœur monte en flèche, et puis de vous voir en plus, alors ça, voilà. Non, n'abusez pas quand même. Et 16 marathons à votre actif. Vous n'êtes pas un amateur quand même. Vous êtes venu là pourquoi? Pour la recherche de sensations avant tout? Pour le fun, parce que la communauté des coureurs, c'est quelque chose de merveilleux, c'est très chaleureux. Moi, c'est une aération formidable dans mon travail, de voir d'autres gens qui viennent d'autres milieux professionnels, qui partagent cette même passion de la course à pied. Donc j'adore ça. Et donc dès que j'ai l'occasion de retrouver cet univers-là de la course à pied, là en plus dans ce décor magnifique de la Tour Eiffel, j'ai dit oui, bien sûr. Et quelle est l'ambiance qui règne justement dans les entrailles de la Tour Eiffel? Est-ce qu'on se fait encourager? Comment est-ce qu'on le vit quand on est seul face à ce vide? En fait, c'est amusant parce qu'à chaque virage ou presque, il y a quelqu'un de l'organisation, de la sécurité qui est là, qui vous donne une petite tape dans le dos, qui vous encourage. Finalement, cet effort, il n'est pas si solitaire que ça. Et surtout, c'est magnifique parce que de temps en temps, on lève la tête, on voit cette Dame de Fer illuminée, Paris à ses pieds. Donc même quand on va lentement comme moi, c'est un beau moment.
Paris à ses pieds, vous l'avez dit. Justement, Paris est à nos pieds ce soir pour cette soirée extraordinaire. Messieurs, je vous relaisse la main à nouveau. À tout à l'heure. Merci beaucoup Laurie, merci pour cette magnifique interview. Bien sûr, toujours intéressant de voir qui se manifeste, qui est-ce qu'on trouve dans le cadre de la verticale de la Tour Eiffel. Et là, on commence à rentrer un petit peu dans le money time, Vincent, avec les grands athlètes qui sont là, ceux qui viennent chercher des résultats, qui viennent chercher des performances. On a à l'image Thomas Čelko, le Slovaque, qui avait terminé 6e l'année dernière lors de l'épreuve 2015. Lui aussi a dû se préparer, s'entraîner et motiver pour essayer d'améliorer cette performance. Et puis derrière, là encore, tous les noms qui résonnent. On pense à Piotr Lobojinski, bien sûr, mais aussi Kirill Nikolov. On a Christian Riedel, l'Allemand qui est là, le Français Cédric Fleurton. Est-ce qu'il peut créer la surprise? Pourquoi pas venir changer un petit peu l'organisation en ce qui concerne le podium? Jakob Mayer, entre-temps, 8,46,79. Hugo Altmaier, le Français 9,09 qui vient de franchir la ligne d'arrivée avec le chasuble numéro 19. Lui qui avait terminé à la première place du côté de l'Urban Trail de Lyon en 2015. Vous parliez justement des spécificités lorsqu'on pratique le trail, tous les caractéristiques physiques dont on dispose, applicables tout de suite en l'espèce en ce qui concerne les épreuves ascensionnelles. Là aussi, regardez, nouveau temps de référence, Renaud Jaillardon, 8,36,52. C'est 8,36,52 maintenant le score à battre, si j'ose, le temps à battre. Ouais, c'est excellent, hein. Ça devient vraiment des performances intéressantes. Et tout à fait, on se rend compte que le profil des coureurs change. Il y a les personnes qui viennent et qui sont extrêmement heureux de participer à cette épreuve, à cet événement qui est mondialement retransmis. Et puis, on va maintenant commencer à rencontrer un profil de personnes qui, au-delà de participer, veulent gagner. Et alors donc là, il y a d'autres intentions, il y a un engagement qui est encore différent. L'engagement est le même, les mécanismes sont exactement les mêmes. Mais il y en a qui sont là et disent c'est un challenge personnel, alors que là, pour d'autres, c'est un challenge qui est, voilà, si c'est le prestige, remporter la verticale à Paris sur la Tour Eiffel, c'est quelque chose qui est important dans leur palmarès. Ouais, c'est quelque chose de phénoménal. Il y a aussi une catégorie d'athlètes très heureux également de se faire interviewer par Laurie Tillman, parce que ça reste quand même une expérience unique dans une vie ou presque, alors que Laurent Vicente, le Français, va partir d'ici quelques secondes seulement. Il avait remporté la Coupe de France de Short Trail en 2015, 14e l'année dernière dans le cadre de la verticale de la Tour Eiffel. Cette année, plus motivé que jamais. Regardez, il part à l'assaut de la Tour Eiffel. Les premières marches, voilà. Donc à bien se tenir parce que, attention, Laurent Vicente est là. Ah oui, il y a de l'intensité, on voit dès le départ. Alors bon, c'est très vite, c'est très vite modéré et c'est très vite canalisé parce qu'à un moment donné, quoi qu'il en soit, la vitesse est un facteur déterminant. Hein. Donc c'est-à-dire que la mise en route, on ne peut pas se dire comme au marathon, je vais partir tranquillement. Là, la mise en route est quand même relativement importante. Il faut déjà être préparé cardiaquement. On ne peut pas partir avec un rythme cardiaque froid. Ce serait même dangereux de brutaliser son corps et son cœur de cette façon-là. Donc les athlètes, quand ils arrivent, ils ont déjà des rythmes cardiaques qui sont un petit peu élevés, liés à leur échauffement. Et ils arrivent avec normalement de bonnes conditions de préparation. Ceci étant, ça reste dans l'absolu, ça reste de la vitesse. 7 minutes 50, on voit c'est de la vitesse. Alors attention, Mark Bourne, l'Australien qui vient de partir, deuxième en ce qui concerne les championnats du monde de Tower Running en 2015. L'épreuve s'est déroulée du côté de Doha et je crois qu'on va nous proposer effectivement une courte réaction, en tous les cas et les impressions. Ah non, c'est Laurie qui va prendre la main. Laurie, c'est à vous. Et oui, rebonsoir. Alors je suis à côté de Napoléon, un Québécois qui avait déjà fait le déplacement l'année dernière et qui nous avait beaucoup ému. Et il est venu ce soir en compagnie de sa fille. Jimmy, racontez-nous cette expérience tous les deux. Mais ma fille est plus lente que moi. J'ai fait mon possible, c'était ma première fois, puis c'était vraiment, vraiment dur, mais quelque chose. C'est tout qu'un événement. Qu'est-ce qui vous a impressionné dans cette ascension? Elle est gauche-droite, tu peux pas prendre de rythme, les paliers sont vraiment longs, tout est impressionnant. Ouais, le départ aussi. Et vous, Napoléon, vous aviez déjà expérimenté cette course ascensionnelle l'année dernière. Est-ce que vous êtes arrivé un peu plus préparé, un peu mieux préparé ou pas? J'étais plus préparé mentalement, mais physiquement, c'est pas pareil, là. T'as des bonnes journées, t'as des mauvaises journées. Puis
14 secondes de plus que l'année passée, mais j'ai un an de plus. Mais voilà, 59 ans, il faut le souligner, Napoléon. Jimmy, quel âge vous avez, vous? 36. 36 ans, et voilà, c'est ça la beauté de cette course ascensionnelle, la verticale de la Tour Eiffel. C'est on multiplie les générations, on mélange toutes les générations, et on espère que vous serez à nouveau à nos côtés l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup Laurie, merci à Napoléon Siwoo bien sûr et sa fille de prendre part pour la deuxième fois consécutive à cette verticale de la Tour Eiffel. Voilà. Exactement. En tous les cas, ça fait toujours plaisir d'avoir des athlètes qu'on retrouve année après année dans ces disciplines si superbes. Regardez, chasuble numéro 15, Michael Wardian, l'Américain qui vient de franchir la ligne d'arrivée, 9,58,90, juste en deçà du club, en tout cas de la barre des 10 minutes. C'est un petit peu l'entrée dans le club très select VIP de ceux qui réalisent moins de 10 minutes, mais c'est insuffisant pour aller chercher la première place provisoire. Là encore, alors qu'on rentre, on a vu le départ de Mark Bourne, l'Australien, il y a quelques instants. Paul Matou, le Français, a dû le suivre, évidemment, juste derrière. On voit maintenant Julien Rancon qui va partir. 24 sélections en équipe de France. Champion de France de Mountain Race en 2007, 2012, 2013, 2014. Champion de France de Trail. 3e au championnat du monde de trail par le passé, c'était en 2013. Bref, un athlète aguerri. L'objectif cette année, ça va être de battre le temps que j'avais fait l'année dernière. Il me semble que c'était 8,38, donc essayer de descendre, essayer de gagner quelques places au classement. Voilà, je me suis préparé un petit peu mieux que l'an dernier, donc j'espère faire un peu mieux. Voilà, 8,38 le temps l'année dernière de Julien, il nous le dit lui-même, alors que Cédric Fleurton, oh là là, regardez ça, la vivacité, et ce dès le top départ, oi oi oi. Les marches n'ont qu'à bien se tenir. Ah oui, effectivement, là, ils ont le feu, là. Hein. Ils ont le feu. C'était très amusant de voir cette course familiale avec nos amis canadiens, qu'on salue d'ailleurs, tous les Canadiens parisiens qui sont peut-être venus encourager leurs compatriotes. Et j'adore entendre parler cette langue, la langue française telle qu'ils le font avec beaucoup de respect. Et vraiment, on les salue. Le délicieux accent de la belle province, bien sûr, alors qu'on suit des images de Julien Rancon. Là encore, 8,38 la référence, ou le temps réalisé l'année dernière sur la verticale édition 2015. Alors attention, parce que maintenant, on a vu le départ de Cédric Fleurton, ce qui veut dire qu'il n'en reste plus que 3 à faire partir, et non des moindres, l'Allemand Christian Riedel, qui doit s'élancer incessamment sous peu, le Bulgare Kirill Nikolov, et puis bien sûr le tenant du titre, vainqueur de l'épreuve 2015, celui qui a réalisé 7 minutes 50 secondes, Piotr Lobodzinski, alors qu'on retrouve sur la ligne d'arrivée Thomas Tchelko qui vient de prendre la première place avec un 8,33,43 centièmes, nouveau leader. Thomas Tchelko, le Slovaque, qui avait terminé 6e l'année dernière, pour l'instant leader au classement général provisoire. Thomas Tchelko, donc le Slovaque, 6e sur l'édition 2015, qui vient de s'emparer de la première place provisoire. Attention, parce que ça risque de bouger encore, mais là on commence à rentrer peut-être dans les top 5, top 10. Top 10 c'est sûr, top 5, voilà, ça va, absolument, ça va arriver. On le voit, hein, on voit les rythmes d'intensité des athlètes, notamment quand ils sont sur les phases de plat. Tout à l'heure, pour certains, c'était des phases de récupération. Là, dès l'instant où ils sont sur du plat, c'est des phases d'accélération. En tout cas, ils cherchent à perdre le moins possible de vitesse parce qu'ils se rendent bien compte que c'est sur ces moments où on cherche un petit peu à récupérer que la différence peut se faire. Allez Laurie, c'est à vous pour une interview. Et décidément, ce sont que des têtes familiales que je recroise ce soir. Éric Le Blacher, ancien coureur cycliste professionnel, 22e l'année dernière. Comment ça s'est passé cette année? Un exercice vraiment atypique. Hein. D'abord, on profite de l'instant parce que c'est quand même merveilleux d'être ici, au milieu de ces champions avec ces touristes. Et puis après, à fond, de marche par de marche, on ne calcule pas. On n'a pas le temps de se rendre compte qu'on est en train de gravir la Tour Eiffel en fait. Hein. On a le goût de sang dans la bouche et puis on regarde furtivement les panneaux qui indiquent qu'il ne reste plus que 600 marches, 300 marches, 200 marches. Et on prie le bon Dieu pour ne pas rater une marche parce que si on en rate une, ça va faire mal. Mais vous venez d'arriver, vous n'avez pas forcément l'air essoufflé, tout va bien? En soi, c'est que même pas 10 minutes d'effort, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même un effort un peu particulier qui fait qu'après, quand il faut monter dans sa chambre et monter l'escalier chez soi, ça paraît, c'est du bonheur. Hein. Mais on sent en tout cas que vous êtes habitué aux efforts intenses, ancien cycliste, on le rappelle, et bravo encore et j'espère l'année prochaine. Merci, j'espère bien, oui.
Merci beaucoup Laurie, effectivement Eric qui avait remporté une étape sur l'étoile de Bessèges et terminé 4e à Paris-Camembert entre autres, alors que là mesdames et messieurs on vient de retrouver le Polonais Piotr Lobodzinski qui nous dit qu'il veut s'améliorer, défendre son titre tout d'abord mais faire mieux sur cette édition 2016. La météo est parfaite, je me sens très bien, ma condition est optimum, tous les éléments sont réunis, on va le voir ce soir. Voilà ce que nous dit un Piotr Lobodzinski, très concentré, très ému, mais aussi il va être dévoué à la tâche maintenant, concentré sur la tâche à effectuer. Piotr Lobodzinski, grand favori bien sûr pour aller chercher un deuxième succès en 2 ans. Et il va falloir aller chercher la performance d'Hugo parce qu'elle est quand même solide là aussi. Très solide, effectivement. On retrouve le numéro 2, Kirill Nikolov, qui est parti juste avant Piotr Lobodzinski donc. Kirill Nikolov qui représente la Bulgarie, lui qui avait terminé à la 35e place du sprint orienteering, course d'orientation, mais on le retrouve régulièrement dans les meilleurs en ce qui concerne les courses ascensionnelles. Voilà donc Thomas Tchelko, Renaud Jaillardon, Jacob Mayer pour l'instant le podium provisoire, mais on a encore les grands ténors de la discipline à venir. On a un Français qui va nous rejoindre dans quelques instants. Christian Riedel, c'est l'Allemand ici qu'on suit avec attention parce que Christian Riedel, c'est celui qui avait gagné l'Empire State Building Run-Up en 2015, la grande épreuve bien sûr de course ascensionnelle du côté de New York City. Et là, Lobodzinski qui est en train de nous faire un sacré numéro. Sur les temps intermédiaires, il semble être un tout petit peu après le Français, Hugo Altermeyer, mais par contre... on voit que pour certains, ils arrivent malgré tout à avoir puisé dans leurs ressources mentales, physiques, pour accélérer finalement sur la dernière partie. Hugo n'est pas sur le podium et un grand nombre de ces athlètes finissent par arriver sur le podium. Donc c'est une capacité à pouvoir se dépasser. Là, effectivement, il y a un temps qui est complètement explosé. 8-11-11 pour Mark Bourne, l'Australien. Alors là, il vient de prendre la première place. Un commandement impressionnant. Lui, il avait terminé justement 2e des championnats du monde de Tower Running à Doha au Qatar en 2015. Mark Bourne, donc, nouveau temps à battre. Là aussi, l'Australien qui marque d'une empreinte cette 2e édition de la verticale de la Tour Eiffel ou la verticale 2016. Attention maintenant parce qu'on arrive avec Kirill Nikolov, qui en temps intermédiaire n'est pas forcément le mieux positionné. Même si c'est vrai que ça ne sert que de baromètre, d'indicateur. Évidemment, ce qui compte, c'est le temps à l'arrivée parce que on peut tout donner sur le premier temps intermédiaire et puis s'écrouler derrière, forcément. On le voit notamment avec on va le voir en tout cas, comment ça va se dérouler pour Kirill Nikolov sur la longue ascension quand il va falloir passer du 2e au 3e étage. Piotr Lobodzinski également en train de grimper les 1665 marches de la Tour Eiffel, le vainqueur de l'édition 2015 qu'on suit ici, qui utilise ses bras, utilise ses mains. 1 seconde 61, voilà l'écart derrière Hugo Altmaier sur le temps de référence du 2e étage. Attention maintenant parce que 3 minutes sont écoulées, il y a encore un peu plus il reste encore 4-5 minutes environ pour lui, si on part sur la base de 7 minutes 50 secondes, le temps qu'il avait réalisé en 2015. Mark Bourne, 8-11-11, 8-33-43 de Thomas Tchelko. On a un Français virtuellement sur le podium, mais il risque de se faire un petit peu déboîter une fois qu'on accueillera sur la ligne d'arrivée Kirill Nikolov et Piotr Lobodzinski. Affaire à suivre. Effectivement, là, quand on regarde Piotr, on voit qu'il a quand même un peu de lucidité parce que la capacité, encore une fois, de regarder sa montre, contrôler, alors je ne sais pas quel paramètre il enregistre, est-ce que c'est sa fréquence cardiaque, est-ce que c'est du temps, mais du coup, ils ont quand même un peu de lucidité. Et là, vous voyez, le rythme des foulées, il se réduit considérablement. On n'est plus sur une logique de 2 par 2, mais de 1 par 1. Alors en fait, là, vous voyez les marches par rapport au début, elles sont ajourées. Effectivement, le fait de regarder vers le bas, on a l'impression d'être dans le vide. Et de temps en temps, c'est un peu perturbant, c'est assez désorientant. Et puis regardez aussi le chasuble qui bat au vent, comme cela, plus on se rapproche du sommet, forcément plus le vent est présent et palpable. Là, on est vraiment avec cette magnifique vue d'ensemble ici en extérieur. C'est le seul bâtiment au monde qui permet cela. La ligne d'arrivée maintenant pour Paul Matou, qui termine en 9 minutes 35 secondes 76 centièmes, 15e place provisoire. Et là, vraiment, ça, c'est un paramètre, le vent qui est très, très présent sur la partie supérieure de la Tour Eiffel. Et là aussi, c'est l'un des paramètres que les athlètes doivent gérer en fournissant cet effort remarquable. Et regardez la vue qu'on a sur Paris également. Il ne faut pas se laisser distraire, il ne faut pas regarder vers le bas et rester toujours, Vincent, concentré sur la tâche à effectuer. Absolument.
Le poids des jambes, là, quand on arrive ici, là, on a 2 jambes de 40 kilos à droite et à gauche. Là, ça devient complètement... 9,05,91 le temps à l'arrivée ici pour le Français Julien Rancon. Il avait fait 8,38 l'année dernière. Ah, il est surpris, hein. Des fois c'est trompeur, c'est piège. Dossard numéro 4, Cédric Fleurton qui est là également. Français, attention, il est deuxième pour l'instant. En troisième, voilà, une troisième place, 8,34, 41 centièmes pour Cédric donc. Là, 23 secondes du temps de référence pour le moment. On commence à voir les derniers dossards. Il en reste plus que 3 donc engagés sur les marches avec Christian Riedel. Le voici, Christian Riedel. Oh là là, on est en dessous des 8 minutes, mesdames et messieurs. Attention, Christian Riedel en train de redéfinir le concept du possible avec 7,54,41. Première place, il vient de raser plus de 16 secondes au temps de référence précédent. Christian Riedel qui avait remporté le run-up de l'Empire State Building à New York en 2015. Riedel, oi, extrêmement impressionnant. Kirill Nikolov, où va-t-il pouvoir se loger? C'est celui qu'on suit ici avec le chasuble numéro 2, le Bulgare. Spécialiste des courses d'orientation. En tous les cas, là pour s'orienter, c'est plus simple, c'est droit devant. Mais écoutez ce bruit. Ah, c'est le vent. C'est le vent, c'est l'élément de l'air que les athlètes doivent combattre également. On retrouve Kirill Nikolov. Oh là là, mais un temps exceptionnel pour Kirill Nikolov. Il est quasiment en dessous de ce qu'avait fait Piotr Lobodzinski. Heureusement que j'ai dit quasiment, parce que pas tout à fait. Et Piotr Lobodzinski, on ne l'a pas vu depuis quelques minutes, mais on va le retrouver très très vite, ça. C'est garanti sur facture, mais Piotr Lobodzinski, qu'est-ce qu'il va nous réaliser ce soir? C'est la grande question. Mais on se régale, une magnifique vue une fois de plus de la Dame de Fer, la Tour Eiffel, le monument touristique le plus visité au monde, bien sûr, la fierté de la nation. Et on voit le chasuble numéro 1 de Piotr Lobodzinski, le Polonais, qui avait remporté l'épreuve 2015, champion du monde de Tower Running l'année dernière également. Piotr Lobodzinski qui va dans quelques instants franchir la ligne. 8,20,38 pour Kirill Nikolov qui termine 3e pour l'instant. Mais attention parce que l'ordre de marche risque d'être chamboulé. Piotr Lobodzinski, encore quelques marches à monter pour venir nous rejoindre sur la ligne d'arrivée. Et là on voit l'effort même des spécialistes, même Kirill Nikolov s'écroule. Et là attention, 7,50 le temps de l'année dernière. Lobodzinski va-t-il pouvoir enlever quelques secondes de cette quête absolument incroyable? 7,50 l'année dernière, waouh! Il est à 7,48,71, 5 secondes de moins que Christian Riedel et il a fait mieux que l'année dernière, 1 seconde, 13 centièmes de mieux. C'est peut-être pas grand-chose pour vous et pour moi, mais pour lui c'est un océan, c'est un accomplissement majeur. Piotr Lobodzinski qui fait mieux que l'année dernière, extrêmement impressionnant comme on dit en polonais, bardzo dobrze. Extraordinaire. Victoire donc du champion en titre, celui qui avait gagné la verticale de la Tour Eiffel 2015, qui devient un multirécidiviste de l'effort. Il verrouille un deuxième succès en 2 ans. Magnifique démonstration là aussi, hein. Un accomplissement majeur, c'est l'aboutissement de toute une quête. Oui, et puis il réitère son succès de l'année dernière, ce qui garantit le fait qu'il mérite bien son titre de champion du monde. Champion du monde, elle est championne du monde d'Eurosport, elle est avec nous, c'est Laurie Tillman. Laurie ? Oui, je suis avec vous toujours avant d'accueillir le champion en titre justement. Dernière réaction avec un Français. Je vous le disais, hein, ça mixe beaucoup de profils ce soir, cette course ascensionnelle. Vous êtes un spécialiste de trail, un spécialiste des courses de montagne. Renaud Jaillardon qui est resté sur le podium provisoire pendant un petit moment, 8,36. Qu'est-ce que cette course, qu'est-ce qui change en tout cas des courses de montagne ce soir? Déjà un effort très intense, ça en court en moins de 9 minutes, donc nous on était plutôt sur des efforts d'1 heure, de 2 heures. Et là, de se retrouver tout seul dans une cage où vraiment je manquais un peu de repères, il n'y avait pas de concurrence. D'habitude on s'accroche avec la gagne et là on est tout seul contre le temps, à être à l'écoute des sensations et c'est pas facile, en tout cas moi c'est la sensation que j'ai eue, pas facile de se dépasser avec le temps. Et comment est-ce que vous êtes préparé alors à cette ascension? J'habite à côté de Lyon, pas très loin de Lyon, dans le Beaujolais, donc j'ai été faire 3 sorties dans les escaliers parce que c'est un effort vachement spécifique. Donc voilà, des séances dans les escaliers et je pense que c'est ça qui a fait aujourd'hui ce temps-là. Eh bien merci, vous avez fait la différence, bonne soirée et encore félicitations, à l'année prochaine.
Ah, très très belle performance, merci beaucoup Laurie, mais là encore, quand on parle de performance, on est obligé de parler de ce que vient de réaliser Piotr Lobodzinski, le tenant du titre, qui a fait mieux tout simplement que l'année dernière. Alors pas de beaucoup certes, mais dans une course comme ça, où il faut faire face à l'imprévisible, il a vraiment été extrêmement impressionnant. Piotr Lobodzinski, on le rappelle, 7 minutes 50 secondes réalisé en 2015, 7 minutes. Il a enlevé 1 seconde 13 centièmes sur cette édition 2016. Donc on est sur du 7,49 et 77 centièmes. Impressionnant d'avoir pu enlever du temps par rapport à une performance qui était déjà extraordinaire. Le podium donc pour l'édition 2016, le voici, remporté, la plus haute marche qui revient à Piotr Lobodzinski pour la 2e fois en 2 ans seulement. Vincent, là on est vraiment dans le royaume de l'extraordinaire. Et puis il a déjà récupéré, c'est énorme quoi. Enfin, quand on le voit, on n'a pas le sentiment qu'il va fournir un effort aussi intense. Certains sont sûrement en train de récupérer encore, alors que lui, bon bah voilà, il est déjà prêt presque à faire en tout cas à fêter ça, quoi, à fêter ce beau succès. 7,48,77. Voilà, 7,48,77 effectivement. Christian Riedel qui termine à la 2e place. Mark Bourne, l'Australien qui complète le podium. Mark Bourne, lui, avait terminé 2e des championnats du monde de Tower Running à Doha 2015. Là, on a confirmation, donc 7,48,77. Le temps de Piotr Lobodzinski, le vainqueur l'année dernière en 7,50. Il fait mieux cette année. Christian Riedel qui termine 2e. Et puis on n'a que 2 athlètes, donc sous la barre symbolique des 8 minutes. Mark Bourne, l'Australien, termine à la 3e place en 8,11. Voilà un petit peu plus loin, voilà le top 20 avec Paul Matou, 9,35,76. Ce qui veut dire qu'entre les 7,48,77 et la 30e place, notamment de Romain Pija, 10,39,65. En 3 minutes, vous avez 30 athlètes. Autrement dit, la compétition va être extrêmement serrée. Et plus les années vont passer, plus cet écart va se rétrécir. On est dans un mouchoir de poche. En tous les cas, il y a eu 40 athlètes élites, 50 athlètes tirés au sort. 10 wildcards sélectionnés par l'organisation, 79 hommes, 21 femmes, 37 ans la moyenne d'âge, 15 nationalités représentées. Et on va une fois de plus aller retrouver notre intervieweuse de choc et de charme un petit peu, Laurie Tillman, qui est là, je crois, avec le vainqueur de l'épreuve 2016. Et vous savez quoi, je vais vous faire un petit peu patienter parce qu'on va marquer une courte page de pub avant que j'ai la chance d'interviewer le champion en titre. Eh oui, il a battu son record de 2 secondes, c'est tout de suite. À tout. Retrouvez la verticale de la Tour Eiffel avec New Balance, partenaire principal de la course. Forge of Empires. Développez votre ville depuis l'âge de pierre jusqu'à l'ère moderne. Disponible sur l'App Store et sur FOE.tv. Forge of Empires. Jouez maintenant. Pour moi, la voiture idéale, faudrait qu'elle consomme peu. C'est mieux pour l'environnement. C'est surtout parce que t'es radin. Oui, c'est vrai. Et une caméra de recul. Ou plutôt 2. C'est plus sûr. Et qu'elle soit faite en France. Oui, si tu veux, tant qu'elle est pas chère. Si elle pouvait avoir de bons essuie-glaces, quand j'habite dans le Nord, c'est mieux. Jusqu'au 31 mars, c'est le moment d'en demander plus à Toyota. Yaris Dynamique suréquipé est à partir de 139 € par mois, entretien inclus. Toyota. Marseille contre Lyon, vous pariez sur qui? Marseille contre Lyon. Il y a mieux qu'un jockey pour vos paris sportifs. Faites confiance au numéro 1. Betclic.fr, pariez sur le meilleur. Moi, pour souder mon équipe, je vais emmener faire un week-end rafting. Mais... Moi, je leur ai fait un atelier chant. Mais... Et toi? T'as fait quelque chose? Pour moi et mes salariés, j'ai voulu prendre une bonne mutuelle. Et j'ai choisi Harmonie Mutuelle. Ah oui. Eh ouais. C'est pas bête. Enfin, on va pas non plus... Harmonie Mutuelle, au service des entreprises et des salariés.
Retrouvez la verticale de la Tour Eiffel avec New Balance, partenaire principal de la course. Et de retour au 3e étage de la Tour Eiffel pour cette fin d'ascension. Et c'est Piotr, le Polonais, l'ancien champion en titre, qui remporte à nouveau cette course. Il bat son record de 2 secondes. C'est rien, Piotr. Congratulations. You've just beaten your Félicitations, Piotr. Vous avez battu votre performance de l'année dernière. Comment est-ce que vous vous sentez? Merci beaucoup. Je me sens très très bien. C'est vrai qu'il y a 2 secondes d'amélioration. 7,48 désormais. Je suis très heureux. J'ai gagné une nouvelle fois et j'espère revenir l'année prochaine et battre ma performance l'année prochaine. Que représente la Tour Eiffel? Qu'est-ce qu'elle a là de différent par rapport aux autres courses? Bah écoutez, il y a du vent déjà, parce que d'habitude on est à l'intérieur des tours. Mais ici on a le vent, mais moi ça me va très bien. Vous savez, après l'hiver, avec l'air pur comme ça me permet de bien respirer. Christiane, c'est votre 2e fois ici sur la Tour Eiffel. Comment est-ce que vous êtes senti lors de l'ascension? Oui, alors l'année dernière j'étais 4e, cette année je suis 2e, donc je me suis amélioré, je suis content. Vous venez d'où? Je suis allemand. Alors comment se passe le voyage? Oui, je suis venu en train. Je suis venu en train donc. Et pour vous, Marc, c'est la première fois ici sur la Tour Eiffel, premier podium. Oui, je suis très heureux d'avoir fait un podium. C'est très très loin de l'Australie, mais vraiment une expérience incroyable que de faire une course sur ce bâtiment aussi iconique. Qu'est-ce que vous faites durant votre voyage? Bah écoutez, je suis arrivé hier, j'essaye de me reposer. Et comment vous gérez le décalage horaire? Pour l'instant, je ne suis pas encore affecté. Vous êtes habitué à ce type de course? Oui, bien sûr, je fais beaucoup de tower running, mais d'habitude c'est en indoor, donc ici à l'extérieur, exposition au vent, c'était une expérience remarquable avec on pouvait percevoir la ville. Merci beaucoup. Merci à vous 3. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette belle course. J'espère qu'on vous a fait virevolter et j'espère vous retrouver l'année prochaine. Bonne soirée à tous. Merci. Merci beaucoup Laurie, nous aussi on a vibré avec Vincent Clarico ici en studio, on a vibré avec cette performance de Piotr Lobodzinski qui remporte pour la 2e fois en 2 ans le titre, voilà, sur la plus haute marche du podium. Christian Riedel, 2e place, Marc Bourne, 3e, Vincent Clarico, un grand merci à vous pour votre concours. On se retrouve très très vite, peut-être l'année prochaine pour la 3e édition de la verticale de la Tour Eiffel. Et pourquoi pas? Bye bye. Au revoir.